Bonsoir chers amis de Code 243, nous avons promis cette émission avec Paul Sankara qui n'est d'autre que le frère de feu Thomas Sankara, le capitaine qui a eu à redynamiser, qui a eu à révolutionner l'Afrique tout entière, une jeunesse que nous avons connue. Il est à ma droite. Bonsoir Paul. Bonsoir. À côté de lui, nous avons le professeur Nyaka qui est très connu dans la capitale américaine et surtout dans le milieu panafricanisme africain ici aux États-Unis. Bonsoir professeur. Bonsoir Abraham. Et je ne saurais présenter Freddy Monanga qui est avec nous, co-présentateur avec moi. Bonsoir Freddy. Bonsoir Abraham. Vous avez tous lu, chers téléspectateurs, l'actualité. Elle est aujourd'hui basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, pays des gens intègres où il y a une révolution qui a bouleversé les données en moins de 48 heures. Je dirais en 48 heures, un président qui était là depuis plusieurs années a été déchu et se trouve aujourd'hui en exil. Mais nous allons un peu remonter l'histoire avec Freddy et le professeur Nyaka est à ma droite, monsieur Paul, pour un peu revenir. Vous êtes le frère d'un illustre président qui a marqué une étape. Pouvez-vous un peu nous rafraîchir la mémoire sur les événements que vous avez connus lorsqu'il est arrivé au pouvoir et lorsqu'il a malheureusement été abattu par ses pairs? Merci de me donner l'occasion aujourd'hui de parler du Burkina. Oui, Thomas Sankara, c'est vrai, c'est à double titre que j'interviens dans cette émission de cet après-midi. C'est à la fois effectivement par les liens biologiques que j'ai avec Thomas Sankara, mais c'est aussi le jeune militant de base que j'étais sous la Révolution qui m'amène donc à dire un peu de ce que je sais sur l'histoire du Burkina Faso. Que vous dire sur Thomas Sankara? C'est quelques anecdotes pour être très bref et précis. Lorsqu'il prend le pouvoir avec ses camarades, il met en garde ses frères et sœurs, toute la famille, sur le comportement que chacun devrait avoir parce qu'il n'y aurait aucun privilège, aucun avantage pour qui que ce soit. Si vous êtes en difficulté ou dans des dossiers qui sont flous, vous allez répondre comme n'importe quel Burkinabé à la police ou à la justice, à la gendarmerie. Donc, nous avons vécu exactement comme nous étions avant qu'il soit au pouvoir. Et je crois que c'est un peu cette rigueur, ce sacrifice qu'il avait imposé en lui-même et à toute sa famille qui a gêné plus d'un de ses collaborateurs. Comme qui dirait, pour faire court, ils l'ont assassiné en fait pour pouvoir bouffer, pour pouvoir manger, quoi. Et on l'a vu par la suite d'ailleurs avec le régime de Blaise Compaoré en 27 ans, qui était diamétralement opposé à la philosophie, la vision et les actions posées par Thomas Sankara sous la Révolution. Mais je voudrais demander à Paul, pour les jeunes qui nous suivent, en dehors des discours très chauds de Thomas Sankara, et en dehors du fait qu'il a décidé de traiter sa famille biologique comme tout citoyen burkinabé, pouvez-vous nous dire, pour les jeunes qui nous suivent, qui ne connaissent pas Thomas Sankara, quelles sont les actions qu'il a eu à poser au Burkina qui a peut-être amélioré les conditions de vie des Burkinabés ou qui a fait la différence avec ceux qui sont venus avant lui? Très bonne question. Je crois que il y a deux formes d'acquis de la révolution au Burkina Faso de 1983 à 1987 avec Thomas Sankara. Il y a d'abord les actions concrètes qui ont été posées. Pour la première fois, un marché, par exemple, à Ouagadougou, a été reconstruit avec les normes d'hygiène et de sécurité. Le transport en commun, pour la première fois, un réseau a été mis en place. En matière de système éducatif, de santé, les organisations des Nations Unies ont même repris dans leur rapport des conclusions par rapport à ce qui a été fait en 4 ans, de 1983 à 1987, étaient complètement plus appréciables que ce qui a été fait depuis l'indépendance, 1960 jusqu'à 1983. Mais la deuxième, et je crois que c'est tout aussi important, voire plus, c'est la reconversion des mentalités. Ce qui se passe aujourd'hui au Burkina
est en lien avec ce qui s'est passé sous la Révolution. Amener les gens à compter sur leurs propres forces, à prendre conscience des réalités du pays, mais se dire en même temps que, même en tant que pays enclavé, sans accès à la mer, nous pouvons, avec les connaissances et les moyens que nous avons, transformer ce pays-là. Donc là, il y a d'abord la reconversion des mentalités. Plus jamais quelqu'un pourra amener le peuple à faire ce qu'il ne veut pas. Donc c'est lui qui a changé le nom du pays? Absolument. Par exemple, c'était tout un programme, Burkina Faso, un pays des hommes intègres. Donc voilà, grosso modo, en guise de réponse à votre question, quoi. Il y a d'abord les actions concrètes en matière de réalisation socio-économique, mais c'est aussi au niveau des esprits. Très important. Professeur, dites-nous, vous avez dû vivre, étant donné que vous êtes originaire de la Côte d'Ivoire, ce qui s'était passé au Burkina Faso à l'époque. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre jeunesse, de cette prise en fonction ou en charge par Thomas Sankara du Burkina Faso, pays des gens intègres, avec une nouvelle mentalité? On a senti qu'il y avait un vent nouveau qui soufflait. Est-ce que cela a-t-il eu un impact en Côte d'Ivoire, où il y a une grande communauté par ailleurs burkinabé? Bon, quand j'étais au lycée, quand on suivait la situation politique au Burkina Faso, donc déjà en 1982, on entendait parler d'un certain Thomas Sankara. Et j'ai eu le privilège d'avoir pour professeur de français un monsieur, je crois qu'il s'appelle Sanou, et qui était burkinabé. À l'époque, on disait voltaïque. Il était un très bon professeur. Et il était un peu comme un mentor et qui m'enseignait la politique parce que j'étais beaucoup curieux. Et donc, j'avais le privilège d'avoir accès à lui en dehors des cours pour lui poser beaucoup de questions. Et donc, j'ai vécu la session de Thomas Sankara à travers mon professeur Sanou. Et donc, Thomas Sankara donc, devient président. Avant de devenir président, le fameux discours qu'il a prononcé, « Malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple », je crois qu'il était ministre de l'Information à ce moment-là. Et donc, ça avait fait écho parmi les jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, on le suivait. Et puis, donc, il devient président. Donc, on est heureux. Et puis, quand Thomas Sankara devient président, qu'il change le nom du pays, Burkina Faso, et de la Haute-Volta au Burkina Faso, je peux vous dire, en tant que jeune Ivoirien, l'impact de Thomas Sankara sur les consciences des populations en Côte d'Ivoire. Compte tenu du fait que les voltaïques, maintenant les Burkinabés, une bonne partie d'entre eux font les petits métiers en Côte d'Ivoire. Donc, la perception générale des populations autochtones ivoiriennes à l'endroit des voltaïques n'était pas favorable. Malgré le fait que ces gens-là contribuent grandement au développement du pays, à l'économie du pays, depuis le temps de la colonisation. Les allochtones, comme on les appelle chez vous, ou allogènes. Alors, donc, quand Thomas sort avec son charisme, sa sincérité, son intégrité, et puis son éloquence, et puis tout ce qu'il dit qu'il allait faire, qu'il le faisait. Donc, la perception que les Ivoiriens ont eue des voltaïques était différente de celle qu'ils avaient désormais des Burkinabés. Elle était très positive. Donc ça, c'était pour voir la puissance magique de Thomas Sankara sur les populations. Et comme Paul l'a dit, le fait de changer la Haute-Volta en Burkina Faso, c'était tout un programme politique. C'était plus fort que peut-être 10 000 cours de politologie qu'on pouvait donner à des gens. Voilà, donc la décolonisation des esprits et des consciences, et donc il a donné de la fierté et de la dignité, non seulement aux Burkinabés, mais à la Côte d'Ivoire, aux Africains. Et puis, donc, voilà un peu ce que je peux dire de Thomas Sankara pour répondre directement à la question qui a été posée. Je crois qu'on va continuer. Oui, Freddy, vas-y. J'ai une question à poser à Paul, très importante, je crois. Durant la période coloniale, la France avait fait de la Haute-Volta, on peut dire, le réservoir de la main-d'œuvre de l'AOF. Et après, quand l'AOF a été divisée en Soudan français, le Mali, Niger et Côte d'Ivoire, on a vu que cette dynamique migratoire vers la Côte d'Ivoire ne s'était pas arrêtée. Est-ce que quand Thomas Sankara a pris le pouvoir,
Est-ce qu'il y a eu moins de migration de Burkina en Côte d'Ivoire ou ça, la migration a continué sans s'arrêter? Oui, le rappel historique des liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui était Haute-Volta d'abord, est une réalité, effectivement. Tantôt, Yankal disait, le flux migratoire de Burkina vers la Côte d'Ivoire, qui fait aujourd'hui, grosso modo, 4 millions d'origine burkinabé résidents en Côte d'Ivoire. Est-ce que ce flux migratoire a diminué ou augmenté ou stagné sous la Révolution? Je crois qu'il y avait quand même une vague de retour d'un certain nombre de résidents en Côte d'Ivoire d'origine burkinabé. J'en veux pour preuve tous ces élèves et étudiants qui sont venus parce que dans la politique justement de la Révolution, il y avait un plafonnement de la scolarité. Au scolaire, par exemple, il y avait le premier cycle du second cycle au lycée et le second cycle était plafonné. Aucun lycée privé ne pouvait demander au-delà d'une certaine somme, ce qui était mais largement en deçà des réalités en Côte d'Ivoire. Donc beaucoup sont venus, en dehors même de ceux qui, de par leur patronyme, sont originaires de Burkina, sont venus poursuivre leurs études au Burkina Faso. C'est entre autres exemples d'un homme illustre, l'actuel ministre de l'Intérieur en Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a suivi ses études au Burkina. En tout cas, ne serait-ce qu'une partie au Burkina Faso. Durant la période révolutionnaire. Je sens, professeur, vous Paul a bien fait ce qu'il a dit. Je m'apprêtais à dire cela. Je voulais juste ajouter. Allons-y. Ok, c'est vrai que les Burkinabés retournaient, mais comme il a dit, le nom du ministre Ahmed Bakayoko, on a vu, je ne dirais pas pour la première fois, mais pour nous, en fait, pour notre génération, pour une fois, les Ivoiriens, émigraient, voilà, cette fois vers le Burkina Faso. C'était l'inverse. C'était l'inverse. En fait, on ne dirait pas l'inverse parce que les Burkinabés venaient toujours, même s'il y avait d'autres Burkinabés qui retournaient, mais on voyait les Ivoiriens aller, parce qu'il y avait une tendance, et puis elle était nette. Et il y avait, comment je dirais, le probatoire que les gens faisaient en première. Et donc, quand ceux qui avaient des difficultés, ceux qui échouaient, ceux qui voulaient éviter cela, donc les Ivoiriens allaient. Je crois même que Madame Singleton, Marie-Antoinette Singleton aussi a vécu au Burkina. Je crois qu'elle aussi a vécu au Burkina. Pas parce qu'elle était brillante, mais elle était au Burkina, je crois qu'elle me l'a dit. Donc il y a... Nous rappelons, Madame Singleton, c'est la fille de Monsieur Laurent Gbagbo. Donc voilà, donc c'était ça. Et donc quand je parle de ça, je suis vraiment content, parce que ça me fait sourire parce que Thomas, c'est-à-dire Thomas était spécial. Thomas était vraiment spécial. Et on parlait de ça tout à l'heure, mais dans mon parcours, on a vu quelqu'un qui peut avoir une influence instantanée, et puis exponentielle, et puis magique et phénoménale sur ces populations. Mais tant qu'on y est, vous aviez le président Houphouët à l'époque. Est-ce que cela n'a-t-il pas suscité au niveau de l'opposition, si on avait une au niveau de la Côte d'Ivoire, une nouvelle tendance? Est-ce qu'on ne faisait pas des comparaisons en tant qu'Ivoirien en disant, mais écoutez, regardons chez le voisin, on a l'impression que ça va mieux. Vous n'avez pas connu ça? Par rapport à l'opposition, mais par rapport à Houphouët. Par rapport à Houphouët d'abord. Alors, mais bien sûr que, je me souviens que Thomas était venu un jour en Côte d'Ivoire et puis il a demandé à parler à la jeunesse. Houphouët a refusé. Houphouët a refusé. Donc, tu ne vas pas venir parler à ma population. Tu me crées déjà suffisamment de problèmes. Donc, donc bien sûr qu'il y avait ce truc. Et puis bon, hier, Thomas, il était, pour parler comme les Américains, he was a troublemaker. He was causing trouble everywhere. Juste ajouter quelque chose de très concret. Les tribunaux populaires de la Révolution, sous la Révolution bien entendu, étaient radiodiffusés, libres d'accès. Wow. Les pays voisins au Burkina, où il y avait, comme la Côte d'Ivoire, les gens écoutaient le déroulement radio collé à l'oreille
qui est à Abidjan, qui est à Korogo, etc. De la Côte d'Ivoire, du Togo Mali, et Niger, d'ailleurs, Togo, Bénin. ce qui se disait sur tel régime, Wow. les dignitaires qui étaient traduits, et vous expliquez. Et j'en profite, je ne suis pas du droit, je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai entendu des gens, burkinabés ou non burkinabés, dire que le droit bourgeois était inversé, il n'y avait pas d'avocat, etc. Non, mais est-ce que c'est la panacée, cette forme de droit-là? Ouais, exactement. D'autant plus qu'il y a des dignitaires qui ont été acquittés, qui ont été blanchis. J'en veux pour preuve l'ancien président Sangoulé Lamizana. Il a été acquitté, il a été blanchi. On vous accuse de ci et ça. Si vous n'avez rien effectivement fait par rapport à ça, mais Vous défendez. vous défendez et puis vous êtes acquitté. Et d'autres aussi ont été condamnés parce que il y avait les preuves sur la table qui montraient les falsifications et les détournements divers. d'argent. Donc voilà, je voulais juste ajouter cet Mais aspect. une question à Paul, un peu, je dirais, presque personnelle. Qu'est-ce que, puisque Thomas Sankara, c'était votre frère, donc vous a-t-il parlé de ses rapports avec Houphouët-Boigny? Honnêtement, la chose politique ne se discutait pas en famille quand il venait chez les parents. Important. De temps à autre, les uns et les autres pouvaient, notamment les parents, leur dire ce qu'ils entendaient en ville ou des choses leur ont été rapportées par rapport à telle ou telle décision, etc. Non. Pour cette question de rapport entre Thomas Sankara et Houphouët-Boigny. S'entendait-il bien, s'entendait-il pas? Est-ce qu'ils se téléphonaient Non, honnêtement, non. Il n'en parlait pas. Maintenant, sur la base des analyses et des lectures et des conversations que j'avais avec un certain nombre de personnalités, bien sûr que, comme vous le savez tous, à Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny ne voyait pas d'un bon œil, c'est au bas mot, ce qui se passait au Burkina, parce que ça donnait des velléités, des exemples, des envies de la jeunesse, qu'elle soit ivoirienne ou malienne ou togolaise, afin que ce qui se passe au Burkina se passe aussi chez eux. Lorsqu'il dit par exemple que, je crois que c'était à une des conférences CAO, les mêmes causes produisent les mêmes effets, voilà, et que la révolution peut se produire un peu partout parce que c'est les mêmes mots que les pays africains connaissent. Voilà, ça ne plaisait pas vraiment. Je voulais ajouter un truc rapidement. Allons-y. Justement, Thomas avait dit un jour que, je crois que c'était au cours d'une réunion, ou pas, il avait fait une tournée vers, je ne sais pas si c'était au sud du Burkina maintenant, qu'on connaît un peu plus la géographie. Et puis il disait que les pays qui sont autour de nous ont besoin, eux aussi, de révolution. Donc, Houphouët-Boigny, qui n'a pas bien accueilli le message, au cours d'une réunion, lui dira non, que les pays autour du Burkina n'ont pas besoin de révolution, mais ils ont besoin d'évolution. Donc, il y avait ce genre de... Voilà. Et puis, donc, à la tête de la CAO, il y avait, je ne sais plus si c'était Mohamed Diawara, qui avait été poursuivi pour détournement. Et donc, ça a été aussi à la base d'un clash entre Houphouët-Boigny et puis Thomas Sankara. Sankara voulait que justice soit faite, qu'il soit traduit et mis en prison. Houphouët voulait le protéger. Donc il y a eu beaucoup de choses de ce genre. Il faut préciser que la nationalité de Diawara, il était burkinabé. Ok. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, qui ne savent pas. Non, il était malien. Malien. Mais il y avait Moussa Ngom, qui était le secrétaire général de la CAO, sénégalais, Diawara et Diakité. Je crois que c'est Diawara qui était ivoirien, il me semble. Diakité, malien. Mais il faut pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes sur le code 243 avec M. Paul Sankara, le frère de Thomas Sankara, le professeur Nyaka et mon confrère Freddy. Nous parlons de l'actualité du Burkina Faso, mais également de la révolution de la mentalité et d'autres relations que cela a à voir ou impact au niveau de l'Afrique. Mais il y a une chose que nous devons reconnaître ici, que cette montée, cette nouvelle vision politique de la gestion d'un pays de Thomas ne pose pas simplement des problèmes à Houphouët, mais ces problèmes vont... On se rend compte, nous-mêmes au Congo, Zaïre à l'époque, il y a une mentalité qui s'installe. Si les Congolais se souviennent, Mobutu prend une décision au niveau des écoles. Quelque temps auparavant, après qu'il ait été en Chine, il y a un peu plus de conscientisation. Il y a des cours qui interviennent dans l'éducation.
la sensibilisation des masses par rapport à l'approche des problèmes. Et j'ai lu un documentaire sur une rencontre qu'il y a eu en France, entre la France et l'Afrique. Je ne sais plus en quelle année, peut-être, pour ça vous allez me rappeler, où le président, je crois que Mitterrand était en fonction, où il y a eu, ce sont les Français qui disent, ils se sont retrouvés face à une nouvelle Afrique. Une Afrique qui était émancipée, pas simplement par la présence de Thomas Sankara, mais par les autres présidents qui se sont rendus compte que le chemin, la route adoptée par le président Thomas Sankara était la bonne. Est-ce que vous pouvez conférer là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Quels sont les exemples qui vous ont marqué en dehors de Thomas? Y a-t-il un exemple dans un pays africain où vous avez vu la même recrudescence, où vous avez vu le même élan prendre? Ou une copie pour calmer la population? Bah, sous la Révolution, il y avait le lien étroit et direct avec ce qui s'est passé au Ghana, sous Jerry John Rawlings. Donc, oui, c'en est un. En dehors de cet exemple-là, bon, oui, vraiment, la spécificité de l'exemple au Burkina, durant les 4 années de la Révolution, c'est le concret, comme l'appelait Inyaka. C'est dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. C'est à la fois interne, les rapports avec les pays africains, dénoncer par exemple le discours de la dette à Addis Abeba en 1987. Oui, voilà l'historique, la définition de la dette avec les puissances et les industrielles, du moins puissances occidentales et les institutions internationales. Mais c'est aussi quelle est la part de responsabilité de nos différents dirigeants africains. Voilà, ceux qui mettent les sommes colossales dans les banques étrangères, etc. etc. Donc, ce n'était pas juste fustiger le colonisateur ou quelque institution internationale que ce soit, financière internationale que ce soit, mais c'est aussi prendre nos responsabilités parce que nous en avons une. Donc, mais pour revenir à votre question, oui, c'est le Ghana vraiment de Jerry John Rawlings qui était dans les liens, le choix et la vision de développement proche de ce qui s'est passé au Burkina. Prof. Oui, bon, comme Paul est un homme qui est très humble, et puis bon, c'est une qualité de la famille, donc c'est un peu difficile pour lui de parler. Je vous en prie. Voilà, moi je vais essayer de dire que quand Sankara était vivant, il était unique. Il faut que les gens sachent qu'il était unique. Voilà. Rawlings a essayé, c'est vrai. Mais Rawlings est allé après, peut-être que c'était nécessaire, il est rentré dans les programmes d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. Rawlings a essayé. Mais la corruption n'a pas autant disparu du Ghana quand Rawlings était là, malgré tout ce qu'il faisait, que comme quand Thomas Sankara était au pouvoir. Thomas Sankara a refusé de prendre l'argent de ces institutions internationales. Ce que les Américains appellent self-determination, self-reliance and self-sufficiency. Donc, nous, là, on n'a pas les moyens, et c'est l'une des valeurs, l'une des grandes conditions de Thomas Sankara, c'est d'avoir mis sa foi dans les citoyens ordinaires et de leur avoir montré qu'ils ont la capacité, si le désir, de changer eux-mêmes leur propre vie, de changer leur communauté et de changer leur pays avant le Audacity of Hope de Barack Obama. Exactement. Voilà, c'est ce que Thomas a fait. Donc, à travers les travaux d'intérêt commun, où les gens allaient pour créer des puits, pour faire les chemins de fer, pour construire les routes, pour balayer les On a vu l'autosuffisance alimentaire, ça c'est un grand point. Voilà, pour balayer les rues. C'est cet esprit-là, sur les jeunes pionniers et tout ça, comme Paul le disait, c'est ça. Pour sauter de 1980, de la période 80 à la période de 2014, quand les jeunes burkinabés, où les gens ont fini de faire la révolution, qu'ils ont Blaise tombe, et que nous allons y arriver. J'arrive, mais je vais le dire parce que c'est lié. Que les gens lancent un appel pour demander aux gens le lendemain d'aller balayer. Ça, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça en Afrique. Même chez les Blancs, on n'a pas encore vu ça. Non, ça c'est très fort. Voilà. L'histoire des révolutions populaires. C'est ça. Or, ceux qui l'ont fait réclament la vision de Thomas, la façon, la culture qu'il leur a donnée. Donc, c'est ça, Thomas Sankara. Je crois même que
comparer Thomas Rawlings, c'est pas vraiment, comme vous l'avez dit, c'est pas vraiment la même chose parce que Rawlings a tué. Rappelez-vous, quand il a pris le pouvoir, il a quand même éliminé plusieurs anciens dignitaires qu'il trouvait gênants. Chose que Sankara n'a pas fait. Non, il y a eu quand même, pour être honnête, il y a eu quelques personnes qui ont été tuées et il y a eu un coup d'État. Non, on ne peut pas le comparer. Mais je vais dire, pour être honnête avec nous, voilà. Mais quand ça m'avait frappé. Alors je crois que c'est Blaise qui les a exécutés ou quoi. Quand les gens sont morts, Sankara qui vient et puis qui demande pardon. Que oui, les gens ont voulu nous tuer, tout ça, bon, ils ont perdu la vie, mais on ne va plus recommencer ça. Ça, c'est Blaise qu'on parle. Non, c'est Thomas. Thomas Thomas qui présente des excuses. Tu peux me corriger si je laisse finir. Voilà. Non, moi j'ai vu une image récente, je l'ai même. C'est Blaise Compaoré, on lui pose la question sur la mort de son... Non, je ne parle pas de Thomas. Je ne parle pas de la mort de Thomas. Il y a eu une tentative de coup d'État quand Thomas était président. Puis je crois qu'il y a 7 Burkinabés qui ont perdu la vie. Et donc ça c'est normal là. Que tu veux me tuer, tu vas mourir. Thomas vient... Tu parles l'épée... Voilà, Thomas vient et puis il présente des excuses. Que voilà, on ne va plus faire ça. Alors Paul, si c'est faux, qu'on confirme si ce n'est pas faux. Dans la série de tout ce qui est négatif sous la Révolution, durant 27 ans, un certain nombre de personnes et personnalités au Burkina ont demandé à ce que l'on ouvre les procès-verbaux des réunions du Conseil national de la Révolution. Ceux qui sont physiquement absents ne peuvent pas se défendre. Par contre, ceux qui sont vivants et qui continuent de gérer ce pays peuvent dire qui a fait quoi, qui a voté, pour, oui ou non, pour tel. Par exemple, ce cas de 1985, je crois, tentative de coup d'État, exécution d'un certain nombre de gens. Le seul, en tout cas, de l'exécutif à l'époque, qui est soit vivant, c'est Blaise Compaoré, et un certain nombre d'autres. Ouvrez les archives et dites, Qu'est-ce qui a été parce que moi j'ai eu dit d'un certain nombre d'anciens dignitaires de la Révolution, dirigeants de la Révolution, qu'il y a eu un vote au sein du Conseil national de la Révolution par rapport au sort qui devrait être réservé à ces gens-là. Thomas a été battu en minorité. Voilà. Wow. Voilà. Malgré qu'il était président, il est arrivé au niveau du Conseil. Son principe était, il ne faut pas. Nous allons donner l'occasion encore une fois de plus à des gens de dire que, comme disait SAS, qui a écrit Philippe de Villiers, les cadavres sont jonchés dans les rues de Ouagadougou. Putsch à Ouagadougou, c'est le titre je me souviens. de son torchon. Alors, si vous faites une action comme ça, c'est donner l'occasion ou approuver tout ce qui se dit qui est complètement faux. Donc, jusque-là, un autre exemple. Les séries de dégagement. L'histoire des enseignants qui ont été dégagés ou des magistrats à l'époque, syndicat des magistrats dégagés. Il y a des lettres, une lettre qui a été publiée, envoyée par Thomas Sankara au ministre de la Justice sous la Révolution qui était Blaise Compaoré, de revoir le cas de ces instituteurs et de ces magistrats-là. C'est publié. Qu'a fait le ministre? Il n'y a pas, c'est pas suivi d'action. Somme toute, durant 27 ans, si il avait des éléments Blaise Compaoré en tant que numéro 2 de la Révolution contre Sankara et la... Il les aurait sortis. Tout ce qu'il pouvait. Mais vous-même, pour éclairer les spectateurs, vous-même, à l'époque du vivant de votre frère, étiez-vous PDG d'une société Avez-vous gagné des marchés au nom de Thomas Sankara dans certains business? Je ne serai pas ici dans ces circonstances-là avec vous. Non, pour être sérieux. Honnêtement, il l'a dit clair et net aux uns et aux autres au niveau de la famille. Il faut éviter de prendre facilement telle ou telle chose de telle ou telle personnalité, tel commerçant. Ce n'est pas pour vos beaux yeux. Parce que la personne ne reviendra pour vous demander une audience à la présidence. Est-ce que votre frère ou votre fils, le président, peut m'aider à obtenir le monopole de l'exploitation du riz, par exemple, etc., etc. Je ne suis pas là pour ces choses-là. Vous allez vous mettre en pétrin, donc vaut mieux gagner à la sueur de votre front, honnêtement, voilà, votre salaire, quoi. Et je crois sincèrement que ça a dérangé, à commencer par Blaise, un certain nombre de gens. Prof, vous voulez renchérir? Non. Rapidement. Des sommes lui ont été remises par un certain nombre de chefs d'État africains.
Nous l'avons appris. Pour aider le pays ou bien... Absolument. Ok. 300 millions, 500 millions, etc. De francs CFA. De francs CFA. Le tout revenait, grosso modo, à plus de 2 milliards. Ok. Moi, je l'ai personnellement appris à la première séance de la... Je ne me rappelle plus exactement du développé de cette commission-là, mais c'est la commission de prévention du peuple contre la corruption, quelque chose comme ça, qui était présidée par un des 4 qui étaient, Henri Zongo. Il y avait Sankara, Compaoré, Lengani et Zongo. Et c'est Zongo qui présidait cette commission-là. Et Thomas est arrivé, et était le premier à déclarer son patrimoine. Voilà. Et qu'il pouvait vérifier effectivement si quelque chose manquait ou il y a eu mensonge, etc. Voilà. Et cette somme-là, grosso modo 2 milliards, a été reversée au profit de la Caisse de solidarité nationale. 5 voitures reversées au profit du parc automobile national. Voilà, voilà des exemples concrets qui... Exemples concrets. À propos, pour ceux qui nous rejoignent, j'aimerais vous demander d'aller sur YouTube ou ailleurs. Vous serez estomaqué de lire et de voir que le feu Thomas Sankara, lorsqu'il a pris le pouvoir et qu'il y a eu cette révolution avec ses compères, avait demandé aux ministres d'abandonner leur voiture, leur belle et luxuriante Mercedes, au profit des Renault 5. 5 ou 4. C'est Renault 5. J'ai vu Renault 5, il y a eu même des Renault 4, juste pour montrer l'exemple. Et lui-même était en Renault 5, comme tout le monde. Et vous pouvez comprendre, chers amis, téléspectateurs, que nous parlons d'un homme qui, aujourd'hui, avec ce qu'il y a, la révolution qu'on a connue au Burkina Faso et dans certains autres pays, et en est l'auteur et le père spirituel. Tu as une question ? Non, on peut continuer. Nous continuons. Maintenant, un moment douloureux de l'histoire. Je crois avoir lu que Thomas a commencé à parler. Parce que j'ai l'impression que les grands hommes, avant leur disparition, ont toujours une phrase, ont un moment où ils disent quelque chose, il y a un legacy. C'est comme s'ils sentent qu'ils vont... C'est comme ils sentent qu'il y a quelque chose. Au niveau de la famille, avez-vous un souvenir d'une parole ou d'une phrase prémonitoire ou qui vous est revenue lorsque cet incident est arrivé, ce meurtre? Non, pas spécifiquement. La dernière fois où Blaise Compaoré est passé dans la cour des parents, c'était 2 semaines environ avant le 15 octobre 1987, date de l'assassinat de Thomas Sankara. Notre papa a demandé à parler à Blaise Compaoré avant 15 octobre 1987, parce que nombreux et divers étaient les personnes et personnalités qui venaient le voir comme étant le dernier recours pour intervenir auprès de Blaise Compaoré, parce que sur la base de ce qui se préparait contre Thomas, que ce soit des militaires, des civils, des Burkinabés et non-Burkinabés, sont venus voir le père. Ah, parce qu'il y avait déjà des bruits qui circulaient. Absolument. Non. Et les personnes, à partir de ce qu'il disait, ne pouvaient pas mettre en doute, quoi. Mais même des non-Burkinabés. Okay. 2 fois de suite, Blaise Compaoré disait qu'il était en mission ou qu'il viendrait, en tout cas il passerait voir le papa jusqu'à ce que le 15 octobre ait lieu. Thomas Sankara, phrase prémonitoire, non, parce que ça se disait vraiment, c'était connu. Même le sourd l'entendait quoi, sur ce qui se tramait du côté de Blaise Compaoré quand Thomas Sankara. Mais qu'est-ce que Blaise a dit à votre papa? Non, il n'est pas passé. Non. C'est un des frères que le papa a envoyé pour demander à Blaise qu'il souhaiterait le voir. Quoi. Y avait-il déjà à ce moment-là, oui, prof? Déjà, je crois que, je ne sais pas si c'est toi qui m'as dit, même Pascal, mais je crois qu'un jour, il était certainement arrivé et vous lui avez demandé, il avait dit non, qu'il n'y avait pas de problème. Absolument, ah oui, j'oublie cet aspect. Oui, c'était peut-être un mois avant ou quelque chose comme ça. Que non, c'est les rumeurs. C'est les rumeurs et les gens qui cherchent à les diviser. Mais comment avez-vous perçu ce tête-à-tête? Moi, je crois que j'étais encore étudiant en Belgique avec François Mitterrand. Ça, c'était l'un des grands moments où les analystes ont dit « Waouh, attention, là, il y a danger ». Comment avez-vous perçu cela? Ça doit être un moment... Avait-il préparé son coup en se disant « Je vais recevoir le Toubab à ma manière et lui faire comprendre ce que je vais lui faire comprendre ». Comment cela a-t-il été perçu? Est-ce que vous avez essayé de corriger le tir entre l'accueil à l'aéroport et tout ce qui s'est passé dans la soirée? Comment avez-vous vécu cela? Moi,
sincèrement, je crois que c'est Thomas, c'est dans son entièreté, quoi. Oui, pour l'hospitalité africaine, burkinabé, précisément, mais aussi, soyons francs dans les relations. Que ce soit des parents ou des amis, des blancs ou des noirs, ceux qui nous ont colonisés, j'aime pas ce terme-là, ou pas, il faut qu'on se dise les yeux dans les yeux les quatre vérités. Pourquoi avoir accueilli en France des gens comme Peter Botta, Jonas Savimbi, qui plus tard allaient faire du deal de diamants et d'armement avec Blaise Compaoré. Donc c'est ça, c'est oser le dire, ça blesse, comme l'a dit d'ailleurs le président français dans sa réplique, comme quoi il avait préparé un discours, mais vu la nature du soleil du Burkina, il est obligé de l'empocher et puis répondre directement, quoi, parce qu'il ne vous laisse pas dormir en paix, il vous titille, etc. etc. Bon, ça c'est tout, voilà, c'est la nouvelle forme de diplomatie de Thomas Sankara. Et avant cela, il y avait un certain nombre de positionnements sur des questions comme le Polisario, sponsoriser le statut de la Nouvelle-Calédonie aux Nations Unies, et j'en passe. Non, l'apartheid. L'apartheid aussi, oui. Pardon. Qui dit que il faut Palestine. Pourquoi les grandes puissances, comment dirais-je, leur accord pour détruire les armes, la course aux armements, etc. Donc au lieu de les détruire, il ferait mieux de les envoyer à l'ANC pour combattre l'apartheid. États-Unis et Union soviétique, il ne faut pas les détruire, envoyez-les à l'ANC pour mettre fin à l'apartheid. Voilà, c'est provocateur, oui. Allez-y. Non, mais je vois bien que Thomas Sankara était vraiment un Africain. Il était resté africain à l'intérieur. En tant qu'Africain, est-ce qu'il consultait son papa, votre papa, dans certaines décisions qu'il devait prendre? Lui arrivait-il de soit consulter la famille, les oncles ou les parents ou votre papa, je ne sais pas? Non, consulter non, mais recueillir les avis, oui. Voilà. Que pensent les élèves, les étudiants? Qu'est-ce qu'on dit dans les marchés? Les anciens, ça, il vous demande etc. souvent. Absolument. Il peut effectivement. Et lui-même, quelquefois, se déguisait et allait en vélo de course tardivement la nuit pour s'asseoir devant le vendeur de café. J'ai eu dire qu'une fois, il y a quelqu'un qui disait des choses sur la révolution. Il a lancé en fait le sujet. C'était dans la pénombre. Et le vendeur était là, servait les clients. Il y a un qui saluait bien les efforts qui étaient entrepris par la révolution. Mais arrivé au niveau des CDR, il n'a pas manqué d'aller dur sur le CDR, etc. Mais le vendeur, je ne sais pas comment, de café, a remarqué un peu à qui ressemblait ce client. C'est monsieur. Un peu bizarre. Et qui fait signe à celui qui était en tonitruant en train de parler de CDR, etc. Il fait attention là. Et à un moment donné, il se découvre et puis il dit que c'est des choses comme ça qu'il a entendu. Il ne faut pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils pensent, que ce soit vrai ou pas, parce que ça aide. Les bénis oui et camarade président, non, on contrôle la situation. Non, je crois qu'il n'en avait pas besoin, quoi. C'est plus ce... C'est plus à ce niveau-là. Professeur, je sais que vous bouillonnez, dites-moi. Non, on a besoin de vous entendre avec... Moi, j'ai une question pour le prof. Non, c'est ce que Paul dit, c'est intéressant.